Mille merci pour l'invitation. C'est très bien que vous commenciez par la fracture coloniale. Ça a 20 ans. 20 ans, à la fois c'est court et c'est long. Et à l'époque de la fracture coloniale, ce livre, en fait, ce petit livre, mais qui était gros à l'époque, parce que là c'est la version de poche, n'aurait jamais dû exister. Jamais dû exister parce qu'au départ, c'est une enquête qui est financée par la DIV. Alors un DIV, c'est un truc qui vous dit rien du tout, c'est un truc qui est lié à la politique de la ville, qui a totalement disparu aujourd'hui, et qui finançait des études de terrain sur, en gros, tous les enjeux sociétaux, sociologiques, historiques, urbains, sur les quartiers. Et avec Sandrine Lemaire et Nicolas Bancel, à l'époque, on propose de faire une étude sur l'état de l'opinion, des opinions, si vous préférez, dans les quartiers populaires, sur la place de la mémoire de l'immigration et la mémoire coloniale. Je pense que le fonctionnaire qui gère notre étude ne lit pas la proposition qu'on fait, nous donne notre budget, on décide de le faire à Toulouse. Toulouse ayant un particularisme, les quartiers sont dans la ville. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez travailler à la fois sur les quartiers bourgeois, les quartiers entre deux, on va dire, et les quartiers, on va dire, populaires. Et on travaille sur 1000 personnes. On fait une étude quantique à Lille, interview, on donne du matériel culturel aux gens avec une utilisation de ces produits. À l'époque, nous étions encore au temps des DVD ou des CD. C'est quand je dirais ça, des étudiants aujourd'hui se poseraient la question ce que c'est comme support. Des livres, des objets, de suivre des programmes en radio et en télévision. Enfin, on fait un travail normal de socio-terrain. On sort cette étude qui ne s'appelle pas encore la fracture coloniale. J'ai même oublié le titre, que toute bonne étude sociale devait faire à peu près 8 lignes pour arriver à être compris. Et on présente ça à la DIV. Et la réaction des gens de la DIV, c'est « Vous ne pensez quand même pas qu'on va, dans le cadre de la politique de la ville, parler du passé colonial ?» Et c'est la seule étude, en 2003, qui n'est donc pas publiée. Étude classique, 500 pages, plus 2000 pages d'analyse technique, de courbes, de tableurs, illisibles, comme il se doit. Et je vais avec ce refus hallucinant. On leur dit « Mais c'est pas bon ?» Ah non, c'est pas le problème. Ce n'est pas le sujet. Donc il ne fallait pas parler, en fait, de l'héritage colonial ou de la manière dont étaient pensées les mémoires de l'immigration au croisement des mémoires coloniales, ou dans les quartiers populaires, ou dans les quartiers bourgeois. J'avais oublié de le dire que Toulouse a aussi un autre intérêt, c'est qu'il y a une forte population pieds noirs. Ce qui permettait de croiser des notions de récit assez complexes, mais extrêmement intéressants. Et ressortait beaucoup de choses de cette étude. Des frustrations, des manques, des attentes. Les gens aussi traitaient la qualité des supports, ce qui peut paraître un sujet très secondaire, mais qui est fondamental sur la mémoire. Les gens, par exemple, nous disaient, dès qu'on parle de la colonisation et de l'immigration, ce qu'on nous propose, c'est moche, c'est pas intéressant, c'est militant, et surtout, on a l'impression que c'est uniquement destiné à un type de public. En gros, ce qu'on appelait encore à l'époque, dans la politique de la ville, les publics concernés. En gros, les histoires d'Arabes appartiennent aux Arabes. Et les histoires de Noirs appartiennent aux Noirs. En gros, les Blancs, c'est pas leur sujet. Et donc, je vais voir François Gèze à la découverte, éditeur brillant qui vient de nous quitter. Et je raconte ça à François. Il commence par me dire, bon, une étude de 2000 pages, c'est impubliable, Blanchard, t'es gentil, personne ne va lire ça. Je dis, mais attends, on peut peut-être la concentrer, la compacter. Mais j'ai dit, surtout, on peut peut-être la faire commenter. Et c'est comme ça que naît ce livre, en appelant à peu près une vingtaine de chercheurs à l'époque, qui n'étaient pas forcément tous d'accord. Autant vous dire qu'à l'époque, rappelez-vous, il y a 20 ans, la notion de post-colonialisme en France, on doit être 10 à comprendre ce que ça veut dire. Parce que d'abord, la plupart n'ont pas été traduits en langue française. Le post-colonialiste n'est même pas un mot qui doit être employé dans un colloque à l'époque. Ou alors vous avez invité un anglo-saxon qui s'est perdu dans un colloque français. C'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans cette temporalité-là. Et on invite donc 20 spécialistes, des gens que vous connaissez très bien, les Achille Membe, les Benjamin Stora, les Françoise Vergès, Michel Limvorka, chacun sur un angle particulier, à prendre cette étude et à proposer leur propre réflexion, leur propre lisibilité de ce qui était à la fois un matériau sociaux, d'histoire, un compactage des mémoires, faisait ressortir en fait plein de choses qui parlaient d'une fracture. Pas qu'une fracture mémorielle, qui parlait d'une fracture de comment lire l'histoire, d'une fracture de comment être français, d'une fracture de comment l'héritage colonial s'irriguait dans la société, comment l'immigration et colonisation pouvaient être intimement liées, mais en même temps pouvaient être éparses, comment il pouvait y avoir des mémoires, c'était le plus important je trouve, de la colonisation. La mémoire pied-noir n'est pas la mémoire, par exemple, de jeunes enfants qui étaient issus de l'immigration algérienne, et on avait aussi interrogé des gens dans une maison de retraite, je me souviens, c'était fantastique, qui donc avaient, eux, connu un enseignement à l'école sur l'histoire coloniale. Et puis, surtout, ce que faisait ressortir ce truc sur la fracture, que peu d'auteurs ont compris à l'époque quand on l'avait travaillé, c'est aussi des vides énormes. Et donc, que les gens avaient besoin de remplir. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans la mémoire, c'est qu'on pense que la mémoire, c'est souvent un trop-plein. C'est ce qu'on entend très souvent sur l'histoire coloniale. Alors qu'en fin de compte, nous, on avait plutôt affaire à des gens qui nous parlaient d'un trop-vide.
Donc ils y mettaient ce qu'ils voulaient, en fait, ce qu'ils pouvaient. À l'époque, il n'y avait pas non plus cette puissance d'Internet. Un jeune de 15 ans ne pouvait pas forcément, comme aujourd'hui, aller piocher sur Internet et construire son propre récit avec ce qu'il pouvait trouver sur YouTube et ailleurs. Donc ça bricolait beaucoup. Mais il y avait une demande incroyable sans comprendre comment les régler. Et comme il y avait une amnésie en face du pouvoir politique, dont le refus de la DIV était assez révélateur, tout ça fabriquait un magma qui créait une véritable fracture, ce qui fait que les gens ne pouvaient pas se comprendre. Simplement, quand ils parlaient d'histoire coloniale, par exemple, ou d'histoire de l'immigration, ce qui n'est pas la même chose, bien entendu, mais les deux étaient liés par rapport aux populations avec lesquelles on travaillait à Toulouse. Et nos amis à l'époque avec qui on avait travaillé, c'était Zebda, Tactique Collectif, qui fait un gros travail dans les quartiers populaires, notamment au Mirail, et qui avait développé en même temps, puisque ce livre est sorti en même temps que le premier festival, je pense que tu le connais, je te vois là-bas, le festival que fait Zebda, Tactique Collectif, tous les ans, qui est au carrefour de la mémoire coloniale, immigration, quartier populaire et culture. C'est bien parce que c'était tout de suite dans la première conférence d'ailleurs qu'on a faite sur cette étude, c'est là-bas dans le cadre du festival. Et tout ça est arrivé à quelque chose qui, au moins, a permis de comprendre une chose. Nous sommes dans la fracture, vous la pensez comme vous voulez d'ailleurs, puis ce qui est très bien, parce que chacun s'en est emparé, puis chacun a dit ce qu'il voulait de ce terme. Ce qui est en même temps très intéressant, c'est au moins la preuve, c'est que les éditeurs, des fois, trouvent de très très bons thèmes. En fait, ce n'est pas l'éditeur qui l'a trouvé, en fait, c'était un édito de Plenel, en début d'année, dans ce qu'on appelait à l'époque le Monde 2, qui avait titré, dont je l'ai piqué à Plenel sans aucune mauvaise conscience, je l'ai appelé quand même pour lui dire, mais on va voler ton titre qui était très bon sur une tribune qu'il avait fait sur la fracture coloniale. Et je trouve que ce terme est excellent parce qu'il nous parle justement et d'une fracture historique, qu'en France on mesure peu parce qu'on ne l'analyse pas à l'aune de pourquoi il y a une fracture historique. Alors ce n'est pas une fracture qui est simplement liée à cette histoire coloniale qui pourrait être lointaine, qui ne concernerait pas l'Hexagone. En partie oui, parce qu'il a fallu très longtemps pour qu'une grande partie des historiens français essaient d'expliquer, ils l'ont fait très bien depuis maintenant, je trouve, une vingtaine d'années, que l'histoire coloniale, c'est aussi ici. C'est pas simplement ce qui s'est passé là-bas. C'est de l'idéologie, c'est de la culture, c'est de la production intellectuelle, c'est du discours, c'est un rémin dans la vie politique, c'est tout le récit français aussi, et pas simplement un récit du là-bas. La colonisation, l'acte de colonisation n'est pas la seule manière de penser le fait colonial. Le fait colonial est beaucoup plus vaste. C'est une première fracture qui a existé chez mes aînés. Nous, on est d'une génération, moi, 90% de mes collègues qui ont passé leur thèse en... Moi, je suis ce qu'on appelle un truc aujourd'hui qui fait très vieux, c'est africaniste. Autant vous dire que quand vous dites qu'il y a des africanistes, les gens vous regardent avec des yeux très bizarres. On était à la Sorbonne. Ma génération, c'est 90% de chercheurs qui n'ont pas eu de poste en France, qui ont donc des postes à l'étranger. On va vous dire, c'est pas grave. D'ailleurs, aucun ne voudra revenir vu les salaires qu'il y a à l'étranger. Hein. Allez dire à Mabankou qui rentre de Los Angeles. Allez dire à Achille Mbembe qui rentre de Johannesburg. Allez dire à Nicolas Bancel qui rentre de Lausanne. Jamais ils rentreront. Mais à l'époque, leur choix n'est pas un choix de partir. C'est un choix où il n'y avait pas de travail, pas de poste, pas de potentialité, voire même une vision qui était assez étonnante, poussiéreuse de l'histoire coloniale à la fac. C'était une histoire des marges. Ça veut dire qu'il y avait déjà une première fracture historiographique sur le sujet, de produire du savoir. Puis il y avait une fracture des mémoires. Cette histoire, elle n'avait pas de positionnement. Quand on voulait travailler sur l'histoire de la colonisation, c'était complexe. C'était la mémoire de qui? La mémoire de quoi? La mémoire des victimes? La mémoire des Blancs? La mémoire des colonisateurs? La mémoire des pieds noirs? La mémoire des harkis? La mémoire des enfants de l'immigration post-coloniale, qui ne s'appelait pas encore post-coloniale, mais dont tout le monde avait compris qu'elle n'était pas véritablement la même mémoire que l'immigration italienne ou belge. Donc tout ça était à structurer. Et à l'époque, ce n'était pas du tout structuré au sein de l'université française. On avait un retard à peu près déjà de 25 ans sur les facs américaines, par exemple, où ces questions étaient déjà posées, dans les Cultural Studies, African Studies. Et donc, en plus, moi, je me souviens très très bien, certains de mes collègues, quand elles ont déposé, je pense à Sandrine Lemaire, son sujet de thèse sur la culture coloniale, ça a duré 25 minutes pour que ses professeurs arrivent à comprendre de quoi elle parlait. Vous parlez de quoi? Là-bas? Ici? Où? On se positionne comment? Ce qui veut dire qu'il y avait une difficulté déjà pour définir notre champ. Et donc, de prendre conscience quand même qu'il y avait aussi une problématique de mémoire. Pourquoi? Parce que ces mémoires étaient déjà rémanentes dans la société. Quand un gamin refuse d'écouter dans une classe de collège ou de lycée un cours, quel qu'il soit, que ce soit sur la Shoah, qu'il soit sur le génocide arménien, qu'il soit sur l'histoire de la conquête de l'Algérie, sur la guerre d'Algérie, sur le Cameroun, sur Madagascar, quel que soit le sujet. Il y a aussi un cheminement qui est très complexe de considérer, où il considère, où il interprète, que le professeur lui raconte une histoire qui n'est pas la sienne. Et là, vous fabriquez des mémoires qui sont très complexes parce que vous fabriquez des mémoires qui ont le sentiment, tout en étant dans le récit national, que leur manière, leur place, leur récit, de toute façon, sont soit invisibilisés, soit complètement minorés, soit vers encore bien pire que ça, je dirais violentés, dans la manière dont, par exemple, et ça, cette étude avait montré une chose qui était énorme, les gamins, en fin de compte, n'étaient pas très critiques des manuels scolaires en tant que tels, ils comprenaient que les Français,
quand ils disaient les Français, donc les Blancs, n'avaient pas trop envie de parler de ça. Je trouve une très bonne analyse de leur part d'ailleurs. Ils disaient oui. Par contre, là où ils étaient très critiques, c'était sur les images qui, dans les manuels scolaires, proposaient un regard sur l'autre. Parce qu'ils vous rendez compte, ils me disaient, monsieur, on a passé toute notre scolarité avec des images négatives de nous-mêmes. Et tout ça remontait à travers quelque chose qui, depuis une vingtaine d'années, a fortement évolué, parce que d'abord, on a commencé à comprendre que ces enjeux devaient faire un moment récit, ce qui est une grande nouveauté. Ça ne veut pas dire que les politiques l'ont entendu. Je pense qu'on a à peu près au moins un bilan sur les 7 présidents de la République qui ont précédé Emmanuel Macron, qui est une très bonne continuité à peu près de la politique de l'amnésie, avec des formes un peu différentes. François Hollande n'est pas Nicolas Sarkozy, mais sur le fond, le bilan sur la manière de penser la mémoire de la colonisation est à peu près similaire. Sur le final, je veux dire, le final cut, quand on regarde ce qu'a produit ces générations, je ne parle même pas de la génération Mitterrand, qui a été un grand ministre des colonies, il ne faut pas l'oublier, et donc aussi un grand président de la République, qui fait qu'il ne s'est rien passé pendant 14 ans sur l'histoire coloniale. Et l'histoire coloniale, c'est juste, nous allons fêter bientôt, ce que j'expliquais à notre actuel ministre de l'Éducation nationale, le 500e anniversaire de cette histoire. 500 ans d'histoire. Ce sera en 2034. C'est à peu près que quelqu'un s'est perdu sur les rives du Saint-Laurent pour aller poser les couleurs de la royauté à l'époque. Et cette histoire, elle est encore aujourd'hui. On le voit bien, ce bouillonnement mémoriel, vous en entendez parler tous les jours. Il n'y a pas une campagne électorale présidentielle où il n'y a pas une Pécresse ou un Nicolas Sarkozy ou un François Hollande ou un Emmanuel Macron qui parle de la colonisation. C'est vraiment un des seuls sujets peut-être qui a accompagné les 7 dernières grandes campagnes présidentielles de ce pays. Il y a eu une phrase prononcée, une contre-phrase, le discours de la repentance, si vous vous en rappelez, de Nicolas Sarkozy qui lance sa première campagne électorale à Toulon. Et c'est son premier meeting électoral, donc ce n'est pas un sujet secondaire. Les manuels scolaires ont depuis énormément appris et en même temps appris, mais d'une certaine manière, à transmettre cette histoire. Si vous ouvrez un manuel scolaire des années 80 par rapport à aujourd'hui, ça a profondément changé. Par contre, ça a changé, mais la manière d'enseigner l'histoire coloniale est toujours enseignée à la marge. Je m'explique. Ce n'est pas le volume de pages dans un manuel scolaire qui compte. C'est la manière dont vous construisez une mémoire, un récit du commun. Et à partir du moment où vous racontez l'histoire coloniale comme si elle était à côté du récit national, un peu comme pour l'histoire des femmes pendant très longtemps, vous ne fabriquez pas une compréhension de comment la société française a évolué à travers ce récit. Et en quoi la colonisation a autant impacté la métropole que les territoires coloniaux. Et puis vous avez eu aussi un truc qui s'est passé fondamental, comme l'État n'a pas fait son boulot. Soyons clairs, je résume, parce qu'il y a un peu de temps, donc je fais boum, l'État n'a pas fait son boulot. D'autres l'ont fait. Et vous avez très bien parlé tout à l'heure de la littérature. Je pense qu'aujourd'hui, vous auriez pu parler de la culture rap. Parce que s'il y a bien un endroit où les enfants ont appris l'histoire coloniale, c'est plutôt en écoutant du rap qu'en allant à l'éducation nationale. C'est en écoutant ou en lisant du Slimani, du Mabankou, du Stora, du Génie, qui ont tous été primés. Si vous regardez le nombre de Goncourt et le nombre de prix littéraires par rapport à des livres qui ont traité du passé colonial, c'est pratiquement, on pourrait même considérer qu'il faudrait faire attention aux enfants un peu trop. C'est devenu un sujet majeur de la littérature. C'est devenu un sujet très fort du cinéma. C'est devenu un sujet, quand on voit le nombre de séries qui se préparent sur Netflix dans les 2 ans qui viennent, en lien avec la France, vous allez être sidéré du nombre de séries qui vont se passer aux colonies. C'est un sujet de culture, c'est un sujet de débat intellectuel. En plus, et vous avez prononcé les mots tout à l'heure sur la cancel culture ou le wokisme, parce qu'en gros, quand on travaille sur l'histoire coloniale, on est automatiquement wokiste. Enfin, on est nostalgique ou wokiste. En fin de compte, il n'y a pas beaucoup de choix. C'est assez intéressant d'ailleurs à voir. Là aussi, ça a revitalisé un passé à travers ce qu'on appelle aujourd'hui le décolonial, de relecture de la société, qui est extrêmement militant, mais qui, en fin de compte, n'est que le doublon de la militance de la nostalgie coloniale qui est en face. Et au milieu de ça, il faut construire une mémoire commune et une lecture critique du passé colonial, et trouver les outils pour les produire. C'est très complexe. C'était complexe parce que nous sommes sur un champ de mines, d'une certaine manière. Parce que dès que vous ouvrez le karma sur le passé colonial de la France, alors soit on va vous dire vous allez trop loin et donc vous commencez à toucher à quelque chose, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que ce n'est pas le passé colonial en soi qui fait débat. Tout le monde est conscient, archi conscient, de ce qu'a été la colonisation. Quand vous êtes devant une salle de classe de lycéens et que vous posez la question, sur la colonisation par exemple, ou que vous faites réfléchir les élèves, ils savent tous ce que ça a été. Ils ont parfaitement compris ce qu'était la colonisation. Bah oui, c'était violent, on a accaparé des terres, les gens n'avaient pas les mêmes droits. Voilà, il n'y a pas de débat. Je veux dire, on n'en est pas autant de la loi de 2005 où nos députés se posaient la question s'il fallait enseigner de manière positive. Je rappelle que ce livre sort en même temps que les émeutes et de la révolte des quartiers populaires en 2005, puisqu'il sort un mois avant la révolte, et l'année où il y a la loi de 2005 avec l'article 1 et l'article 4 sur la colonisation positive, et l'année où sont créés les indigènes de la République.
En même temps, le hasard, là aussi, jamais il aurait dû sortir cette année-là, puisqu'il n'aurait jamais dû exister. Tout ça a fabriqué quelque chose dont on vit aujourd'hui les héritages. Et des héritages qui sont extrêmement tumultueux en ce moment, parce que justement, il y a une vraie difficulté à arriver à sortir de ce qui fait le piège, et dans le cas français, et qui est très différent. Et c'est très bien qu'on soit dans un lieu aussi où on parle de l'Allemagne, parce que l'Allemagne a trouvé sa voie sur cette question. Et l'Allemagne nous a rattrapés en extrêmement peu d'années sur la question coloniale. Il est incroyable de voir tout ce qui se fait. Si vous allez au musée de Cologne, vous allez à Berlin aujourd'hui, vous allez à Munich, vous allez à Hambourg, vous regardez les expositions qui sont faites, vous regardez le travail qui est fait sur le retour des biens culturels avec un accompagnement historique. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne ne fait pas des erreurs sur cette manière-là, mais la manière dont Merkel a géré, par exemple, la question de la Namibie, c'est extrêmement intéressant à suivre. Et une femme de droite. C'est ce que je disais il y a peu de temps à quelques conseillers du président de la République. Attendez, généralement, ce sont des gens de droite qui reconnaissent les fautes coloniales. Le premier en Europe qui a reconnu, c'est quand même Berlusconi, ce qui est quand même ironique, paix à son âme, c'est Berlusconi avec la Libye. Et donc, on voit que le processus est complexe parce qu'en France, et je voulais arriver à ça avant de vous laisser la parole pour un échange, c'est la République dont on parle. Et la question coloniale, en fait, ce qui pose question en France, c'est pas le passé colonial. C'est pas, si vous préférez, ce qui s'est fait aux colonies. C'est pas la manière de raconter le récit. Il est raconté par beaucoup, je le dis, par la littérature. On est très en retard et pendant très longtemps, la caste politique, pour faire simple, a pensé que le silence allait remplacer le travail et la mémoire. Sur quoi ça ne marche jamais, on le sait tous. Et donc, quelque part, ça remonte et ça revient à la surface. Mais ceux qui posent et qui interrogent profondément ce sujet-là, c'est que la République a colonisé. Et ça questionne donc la République. Et ça questionne la manière dont la République et ses valeurs universelles a pu les porter au-delà des mers. Ça questionne sur la manière dont l'altérité coloniale a fonctionné dans la société française. Ça questionne sur la manière dont la République a pu considérer qu'il existait des statuts distincts en fonction de la couleur de la peau. Je regardais l'autre jour une étude qui sort là sur le droit du sol. Quand un indigène homme et une indigène femme avaient un enfant en France, il n'y avait pas le droit du sol. La race l'emportait sur le sol. Donc cette République, aujourd'hui, la nôtre, elle a beaucoup de mal à appréhender cette histoire, parce qu'elle ne fait pas qu'interroger ce qui s'est fait là-bas. Elle interroge la République en tant que telle. Et cette République est toujours la même. Et comme il y a une continuité en plus à travers l'immigration post-coloniale, c'est pour ça que la fracture, à l'époque, peut-être même sans le savoir d'ailleurs, avait fait cette connexion immigration, colonisation et de quelque chose qui était fécond en termes de réflexion, c'est que les enfants héritiers de cette histoire aujourd'hui, cette troisième voire quatrième génération, elle est justement dans une continuité d'héritage par rapport à ce récit. Et qu'en même temps, les petits blancs, pour faire à peu près simple, sont en train de découvrir leur récit. Leur récit parce que c'est aussi le leur. L'histoire de leurs grands-parents, théoriques ou réels, qui ont colonisé. C'est que nous sommes arrivés dans une génération aujourd'hui où cette question de mémoire va plus vite souvent que la question de l'histoire. Nous sommes très en retard quand même sur le travail historique dans ce pays. Je le dis très en retard parce que ça veut dire que nous ne sommes pas capables aujourd'hui de répondre à travers un travail historique, sociologique, philosophique, suffisamment fort pour accompagner les demandes mémorielles qui existent sur le sujet, qui sont en train de s'accélérer en plus, alors dans le temps présent, il n'y a même plus de débat, et qui font qu'il y a un problème fondamental qui se pose sur ces questions-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est en train d'être un rapport de force, cette histoire. Un véritable rapport de force. Et le rapport de force, vous avez dû voir une tribune qu'on a fait il y a peu de jours dans Le Monde, justement, de dire on est quand même sur la question, par exemple, du musée d'histoire coloniale dans le pays, à peu près tous les grands pays européens, à part l'Italie, parce qu'on se doute bien que Meloni ne va pas nous ouvrir un musée d'histoire coloniale, où il serait très nostalgique, sont en train de construire ces lieux de mémoire. Ça ne veut pas dire que ces musées vont régler tous les problèmes. Un musée ne règle aucun problème. Mais ça veut dire qu'un musée, ça commence à autoriser une réflexion. C'est quoi avoir plusieurs mémoires et une histoire commune ? C'est quoi être capable de faire de la médiatisation et de pouvoir aussi travailler avec de la médiation avec les scolaires ? C'est quoi de pouvoir parler normalement à ses élèves d'une histoire qui n'est pas marginée ? C'est quoi accompagner les professeurs pour la sortie qui va au musée pour raconter ce récit ? Parce que, au final, moi qui tourne beaucoup dans des classes d'école et autres, qu'est-ce qu'ils vous disent les profs ? Et je terminerai par ça. Ben, ils vous disent on n'en parle pas. C'est beaucoup plus simple. Comment voulez-vous que nous, face à un enjeu que même la République n'arrive pas à gérer, dans des classes dont les récits vont être tous différents, avec un chef d'établissement qui vous demande de faire attention, avec 3 élèves qui sortent, avec des parents d'élèves qui vous attendent à la sortie pour discuter du sujet, vous abordiez cette question. Ils disent le plus simple, c'est de passer à côté. Et donc, concrètement, on a affaire à quelque chose dont on pense qu'il y a une surmémoire. C'est pas faux, en termes d'attente. On pense qu'il y a une surprésence dans l'opinion, non. C'est plutôt des polémiques autour de la question. On pense que les 60 ans d'histoire qui nous séparent des dernières grandes vagues de décolonisation, même si c'est un peu plus compliqué, ont fait que cette distance du temps permettrait de faire des choses. À la fois, oui, et en même temps, les bloque encore plus dans un temps qui a
d'une certaine manière, cristalliser ces enjeux avec la problématique des quartiers populaires, avec la problématique, on le voit bien actuellement, du débat sur l'immigration en France, dont le débat n'est pas à savoir ce qu'on fait des descendants des Belges et des Luxembourgeois. Soyons très très clairs, nous sommes dans une problématique de l'immigration post-coloniale, et donc tous ces enjeux-là sont en train aujourd'hui d'être tectoniques autour d'un sujet qui est donc ce passé colonial, que la grille en plus de lecture post-coloniale en France a eu beaucoup de mal à prendre parce que le post-colonialisme en France, si vous préférez, est arrivé très tardivement d'abord par rapport aux États-Unis, aux pays anglo-saxons ou en Amérique du Sud, Amérique latine, pardon, et a eu beaucoup de mal à être compris. Il a été compris comme une lecture globalement et critique. Et en même temps, dans le post-colonial, je ne le dirai pas aujourd'hui aux États-Unis parce que les gens me regarderaient avec des yeux bizarres, mais il y a beaucoup à jeter et beaucoup à prendre. Il faut aussi prendre une énorme distance par rapport à ce qu'ont produit les études post-coloniales, qui pendant très souvent ont été très historisées, pas forcément reposant sur des études qualitatives sur nos sujets, parce qu'elles ont été aussi une manière pour ceux qui étaient minorés de reprendre la parole ou de prendre la parole. Et dans ce cas-là, elles ont aussi produit des fois des choses qui sont très caricaturales, ou qui sont en fin de compte très éloignées de ce qu'a été l'histoire coloniale. Donc voilà où on est dans un guet. Et puis je terminerai juste par cette petite paboutade, mais amusement, parce que jusqu'à maintenant, quand nous discutions, parce que quand on parle de ces enjeux-là, il faut aussi en parler avec les pouvoirs publics. Et en fait, le fait que le président de la République, Emmanuel Macron, ait décidé, sous ces 2 quinquennats, de créer cette cité de la francophonie, rend encore plus anachronique cette incapacité de ce pays à créer un musée d'histoire coloniale. Et on le disait à quelques-uns, et notamment hier soir avec Jean-Marc Ayrault, puisque vient de s'inaugurer, je vous invite à aller le voir, une très belle exposition sur l'histoire de l'esclavage à l'intérieur du Panthéon, Oser la liberté, inaugurée hier soir. Ceci est en train de perturber énormément, si vous préférez, ce qu'on appelle le monde politique, le monde des musées, le monde de la culture, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, donc, ce qui paraissait impossible, devient tout à fait possible, parce que si vous pouvez dépenser 209 millions pour aller créer à Villers-Cotterêts une cité de la francophonie, je vous invite à aller la voir, parce que c'est passionnant. Là, c'est un grand moment de décodage. Il faut vraiment aller à Villers-Cotterêts, pas pour Villers-Cotterêts en tant que tel, mais pour voir ce qu'il y a dans ce lieu. Vous vous dites donc que c'est donc possible, et ça change, et ça déplace le curseur où on nous expliquait jusqu'à maintenant que ce n'était peut-être ni nécessaire, et surtout que la France n'en avait pas les moyens. Oui, j'ai essayé en 15 minutes de brosser cet enjeu-là qui, aujourd'hui, est très concret. Là, nous sommes dans quelque chose qui touche du dur. On n'est pas dans de l'abstrait. Là, la mémoire, vous en parliez, le fait, par exemple, qu'une Leïla Slimani que vous connaissez, qui est Madame Francophonie, je vous le rappelle, d'Emmanuel Macron, a boycotté l'inauguration de la Cité de la Francophonie. Bon, comme aucun journaliste ne comprend vraiment ce qui s'est passé là-bas et que tous n'ont lu que le dossier de presse et ont reproduit le dossier de presse et n'ont même pas compris l'expo, en même temps, je vous invite à essayer de la comprendre. C'est fantastique. Aller visiter une exposition qui nous parle de langue française en se demandant d'ailleurs comment tout le monde sur la Terre a appris le français, c'est un grand moment de découverte muséographique. Merci.